Oral questions, questions orales. Honorable député de Lac-Saint-Jean. Les libéraux confirmaient qu'ils négocient présentement un traité d'extradition avec la Chine. Je rappelle que nos pays alliés, il n'y en a pas qui ont signé. Ni l'Australie, ni les États-Unis ont signé un tel traité. Pourtant, en fin de semaine, le ministre des Affaires étrangères a affirmé qu'il n'y avait pas de négociations d'entamer en ce sens. Si le premier ministre signe cette entente-là pour l'extradition, nous serons perçus comme complices d'un pays où le système de justice présente parmi les pires bilans en matière de droits de la personne. Qui dit vrai, Monsieur le Président, le premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères? Honorable ministre de la Défense nationale, Monsieur le Président, nous avons annoncé un dialogue sur l'état de droit dans le cadre d'un dialogue global avec la Chine. Le dialogue est important et c'est ce qui nous permet de faire avancer la démocratie. C'est ce qui nous permet de soulever des sujets épineux comme le traité d'extradition notamment. Nous sommes fiers d'entretenir ce dialogue avec la Chine et c'est la raison pour laquelle nous allons le poursuivre. Il parle d'un dialogue, mais il faudrait qu'il en ait un avec ses ministres. On a fait la lumière sur ces négociations en matière d'extradition. Le ministre des Affaires étrangères a dit « Vous devriez vérifier les faits. Il n'y a pas de négociation. Il est faux de prétendre que cela est le cas. Cessez tout de suite. » Cependant, la semaine dernière, le Premier ministre a dit que le Canada avait entamé des négociations avec la Chine sur un traité d'extradition. Alors vérifions les faits. Qui dit la vérité aux Canadiens? Le Premier ministre ou son ministre des Affaires étrangères? Honorable ministre de la Défense. Monsieur le Président, comme je l'ai indiqué à maintes reprises plus tôt, notre gouvernement croit à l'importance d'avoir un dialogue avec la Chine. C'est exactement ce que nous faisons. Nous dialoguons sur la question de l'état de droit pour soulever l'enjeu important de la sécurité nationale, de même que les droits de la personne. On apprenait aussi en fin de semaine que le chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères va devoir rembourser la somme de plus de 32 000 $, soit le salaire équivalent d'une personne qui travaille dans le monde des ventes au Québec pour des dépenses qu'il avait encourues. Pourtant, c'est une dépense qu'il avait lui-même acceptée. Le ministre des Affaires étrangères, lui, qui dit une chose, le premier ministre qui en dit une autre. Donc, c'est le chaud et le froid, Monsieur le Président. Pour nous, on doit s'attendre à un gouvernement qui a beaucoup de rigueur, qui ne plie pas lorsque les sujets sont dangereux, sont sensibles et qui travaille avec beaucoup de rigueur. On n'a pas de date pour le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, quand ce gouvernement-là va-t-il faire preuve de rigueur, Monsieur le Président? Monsieur le Président, Honorable leader adjoint. dans une minute, mais je veux commencer par dire que je suis très fière que Dr. Hoodford a été relâché. À répondre à la question, on sait que c'est une politique pour rembourser les coûts de déménagement qui existe depuis les années 70. Et c'est notre gouvernement qui sait que c'est une politique qui a besoin de review. C'est pourquoi le Premier ministre a demandé au Conseil de Trésor de rédiger une nouvelle politique. Merci, Monsieur le Président. Member for Portage-Lisgar. Honorable député de Portage-Lisgar. Eh bien, Monsieur le Président, les libéraux font un foin de la transparence, mais ils ne remboursent le contribuable que lorsqu'ils se font prendre la main dans le sac. Ça a commencé par les transports en limousine de la ministre de la Santé, ensuite les photos de complaisance de la ministre de l'Environnement, ensuite des paiements de frais de déménagement excessifs pour les proches des libéraux. Comment les Canadiens peuvent-ils faire confiance aux libéraux pour ce qui est de rembourser les frais de déménagement excessifs? Merci, Monsieur le Président. C'est une politique gouvernementale de longue date que de rembourser les frais de déménagement des hauts fonctionnaires et de leurs proches depuis les années 70. Ça a été revu en 2008 et 2011 par le gouvernement Harper précédent. Ils avaient donc l'occasion de faire quelque chose à ce chapitre, mais n'ont rien fait. Le cabinet du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre Stephen Harper, a approuvé plus de 80 000 dollars de remboursement de frais de déménagement, 93 000 autres dollars. C'est la raison pour laquelle il aurait eu l'occasion de créer une nouvelle politique. Honorable député de Portage-Lisgar. Eh bien, c'est environ un montant qui s'appliquait sur 10 ans. Les libéraux ont approuvé $1 million en 6 mois. Il est question d'intégrité et de jugement qui semble faire énormément lacune du côté des libéraux. 19 ministres ont approuvé des frais de déménagement injustifiés. Un certain nombre de bénéficiaires les ont remboursés lorsqu'ils se sont fait attraper. Qu'en est-il des autres? La leader du gouvernement en chambre a approuvé 70 000 $ de dépenses. Les autres dépenses vont-elles être remboursées aux contribuables? Honorable leader du gouvernement en chambre. Merci, Monsieur le Président.
Il s'agit de reconnaître qu'on peut faire mieux. Il y a des règles qui sont en place depuis un certain temps déjà. Alors non. Je sais que les députés ont hâte d'applaudir, mais ils devraient attendre la fin de la question, ou la réponse plutôt. Si on pouvait entendre la réponse de l'honorable leader du gouvernement en chambre, à l'ordre. L'honorable leader du gouvernement en chambre. Je continuerai ma réponse en disant qu'il est intéressant de voir que c'est l'opposition qui reconnaît qu'on peut faire mieux, effectivement, et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on va élaborer une nouvelle politique administrant les frais de déneigement et leur remboursement. Il faut rappeler que c'est la politique qui avait été approuvée et maintenue par le Premier ministre précédent. Monsieur le Président, depuis plus de 6 ans, les provinces demandent au gouvernement fédéral d'abandonner les coupes prévues des transferts en santé du gouvernement conservateur. Malheureusement, la nouvelle ministre de la Santé a confirmé que les coupes des conservateurs seront adoptées par le gouvernement libéral. Est-ce qu'elle peut expliquer aux provinces et aux citoyens pourquoi son gouvernement maintient les coupes de 36 milliards imposées par Stephen Harper? Ministre de la Santé. Monsieur le Président, notre gouvernement a investi dans les transferts canadiens en santé plus que jamais, plus de 36 milliards de dollars. Cela va augmenter l'année prochaine. Le transfert augmentera de plus d'1 milliard de dollars. Mais en outre, notre gouvernement va investir dans des domaines où les provinces et les territoires ont convenu de préoccupations et de priorités, notamment 3 milliards de dollars pour les centres de soins de longue durée. On veut aussi rendre plus accessibles les soins de santé mentale. Monsieur le Président, les libéraux ont fait campagne avec une promesse de renégocier les transferts en matière de santé avec les provinces. Mais la ministre de la Santé a confirmé cette fin de semaine que son gouvernement va maintenir la même formule que les conservateurs pour les transferts en santé. Est-ce que la ministre peut nous confirmer, oui ou non, que les provinces sont d'accord pour maintenir les coupes de 36 milliards imposées par Stephen Harper? Alors, ministre de la Santé. Monsieur le Président, j'ai eu une conversation fructueuse avec mes homologues, les ministres de la Santé des provinces et des territoires. Nous sommes entendus sur un certain nombre de priorités dans lesquelles le système de soins de santé canadien a besoin d'amélioration. Il nous tarde de collaborer davantage. Ils sont en première ligne, ils connaissent les besoins. Nous nous sommes entendus sur ces besoins et nous avons prévu d'investir dans des soins de santé de meilleure qualité pour tous les Canadiens. Honorable député de Vancouver-Kingsway, eh bien, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le véritable changement se change en véritable trahison. Pendant la campagne électorale, le Premier ministre avait dit aux Canadiens « On ne peut pas avoir un système de santé digne de Tommy Douglas avec un budget à la Stephen Harper ». Mais hier, la ministre de la Santé a confirmé que les libéraux allaient adopter les compressions budgétaires à la santé de Stephen Harper. Le gouvernement libéral a été élu sur une promesse de changement réel. Comment la ministre peut-elle expliquer qu'elle ne peut livrer la marchandise? L'honorable ministre de la Santé. Nous allons effectivement livrer la marchandise en matière de soins de santé. Les néo-démocrates n'auraient pas été en mesure de le faire avec leur plan budgétaire. Nous sommes d'avis qu'il faut investir dans les soins de santé au Canada. Nous voulons rendre les centres de soins de longue durée et les soins de santé mentale plus accessibles. Nous allons livrer la marchandise en matière de santé pour les Canadiens. Honorable député de Vancouver-Kingsway. Eh bien, nous verrons comment les libéraux vont s'y prendre en imposant des compressions budgétaires à la Stephen Harper. On promet des milliards de dollars, mais en fait, on coupe des milliards de dollars. La vérité, c'est que la décision du gouvernement va coûter plus d'1 milliard de dollars aux soins de santé l'année prochaine. Et en tout, 36 milliards de dollars vont être supprimés à long terme. Les libéraux avaient promis de discuter de tout changement avec les provinces. Mais plutôt que d'aller dans ce sens, on va imposer ces changements et ces compressions sans aucune négociation avec les provinces. La ministre va-t-elle nous dire si les provinces appuient ce budget Harper? Monsieur le Président,
Les Canadiens sont fiers et ont raison de l'être d'avoir un système de soins de santé financé par le gouvernement. Nous allons continuer d'investir et nous allons continuer de faire croître les transferts canadiens en matière de santé. Mais tous les experts sont d'avis qu'il y a une marge de manœuvre pour améliorer les choses. Nous devons identifier des domaines prioritaires. J'ai eu des conversations fructueuses avec mes homologues et il me tarde de les poursuivre le mois prochain pour investir dans ces domaines. Gérald Botts, le meilleur ami du premier ministre. Cathy Telford, la chef de cabinet du premier ministre. Le chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Le chef de cabinet du ministre de l'Innovation. Qu'ont en commun ces personnes, Monsieur le Président? Leurs patrons ont manqué de jugement. Monsieur le Président, ma question est simple. Pour avoir autorisé des dépenses de déménagement astronomiques, comment le premier ministre et ses ministres peuvent justifier un tel manque de jugement? Leader du gouvernement en chambre. Merci pour la question, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous le savez et tout le monde le sait que c'est une politique pour rembourser les coûts de déménagement qui existe depuis les années 70. C'est le gouvernement président de Stephen Harper qui a développé la politique en place aujourd'hui. Le bureau du Premier ministre Stephen Harper a approuvé plus de 300 000 $ en frais de déménagement et inclut plus de 93 000 pour une seule personne. Nous savons que cette politique a besoin d'être revue. C'est pourquoi le Premier ministre a demandé au Conseil de Trésor de rédiger une nouvelle politique. Merci. De mécanique éclairable. En anglais ou en français, une cassette, c'est une cassette. Pourtant, la leader du gouvernement devrait elle aussi montrer l'exemple pour mettre fin à ces dépenses astronomiques. L'éthique libérale, Monsieur le Président, c'est la suivante. On rembourse un peu si on se fait prendre, puis on attend que ça passe. Ça passera pas, Monsieur le Président, car l'opposition officielle, on lâchera pas tant aussi longtemps que les libéraux vont faire le parti avec l'argent des contribuables. Est-ce que la leader du gouvernement peut nous expliquer son propre manque de jugement? Leader du gouvernement en chambre. Merci pour la question, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est notre gouvernement qui sait que la politique a besoin d'être revue. Et si vous demandez la même question, je vais donner la même réponse. C'est notre Premier ministre qui a demandé au Conseil de Trésor de rédiger une nouvelle politique. On va faire mieux, on peut faire mieux, et on va la faire. Merci, Monsieur le Président. Honourable member for Elgin Middlesex. Honorable député d'Elgin Middlesex London. Monsieur le Président, la ministre de l'Environnement a donné à son personnel plus de 116 000 $ pour venir à Ottawa. Son cabinet admet que 28 000 $ ont effectivement été utilisés pour le déménagement. Après avoir été pris, d'autres libéraux ont admis que leur demande était déraisonnable. Quand la ministre va-t-elle expliquer clairement aux Canadiens ce qu'il en est du reste de cet argent? Honorable leader du gouvernement en chambre. Merci, Monsieur le Président. Cela me donne une autre occasion de rappeler à mes collègues que ces politiques de remboursement des frais de déménagement sont en place depuis les années 70. Le gouvernement précédent avait l'occasion de régler ce problème, mais ne l'a pas fait. Et c'est notre gouvernement qui reconnaît que ces politiques doivent être revues. Il faut rappeler aux Canadiens que c'était le cabinet du Premier ministre Stephen Harper qui a dépensé 300 000 $ en frais de déménagement et 93 000 $ pour une seule personne. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a demandé au Conseil du Trésor de revoir cette politique. Honorable député de Elgin Middlesex London. Monsieur le Président, merci beaucoup. La ministre se cache derrière les règles dont on parle aujourd'hui. Ils avaient le choix. Chacun des ministres incriminés avait un choix à faire. La ministre de l'Environnement devrait être en mesure de répondre à cette question. Elle a approuvé ces dépenses. Elle devrait être en mesure de nous dire à quelle fin. Que cache la ministre? Où est l'argent? Honorable leader du gouvernement en chambre. Merci, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas de soi-disant règles. Ce sont les règles et toutes les dépenses sont faites conformément aux lignes directrices qui ont été émises. C'est notre gouvernement qui reconnaît le caractère inadéquat de ces règles. Le gouvernement précédent avait l'occasion de le faire, mais ne l'a pas fait. On a décidé d'en faire plus et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a instruit le Conseil du Trésor de revoir ses politiques de remboursement des frais de déménagement. Merci. Honorable député de Red Deer-Lacombe. En fin de semaine, on a appris que certains membres du personnel libéraux ont reçu des remboursements de frais de déménagement et qu'une fraction de ces coûts vont être remboursés. Ces ministres ont donné à leurs amis des versements personnalisés. Mais après s'être fait prendre les culottes baissées, ils décrivent ces dépenses comme déraisonnables. Monsieur le Président, les Canadiens veulent en savoir davantage sur ces versements
personnalisé. Ou s'agit-il d'une nouvelle expression pour désigner les enveloppes brunes en 2016? Honorable leader du gouvernement, Jean. Merci de la question, Monsieur le Président. Je peux dire que les députés d'en face s'amusent de cette situation, mais ce n'est pas drôle. C'est une situation qui, de l'avis de notre gouvernement, doit être revue. Et je rappellerai aux Canadiens que c'est la politique une politique qui est en place depuis les années 70, qui s'applique aussi à l'armée, à la GRC et à la fonction publique en général. Le Premier ministre précédent, le Premier ministre Stephen Harper, avait aussi approuvé 300 000 $ en remboursement de frais de déménagement, y compris 93 000 $ pour une seule personne. Notre gouvernement reconnaît qu'on peut toujours faire mieux. Merci. Alors, député de Red Deer-Lacombe. Monsieur le Président, le ministre de l'Infrastructure connaît bien les dépenses somptuaires. Tout d'abord, son palais de verre 2.0 et maintenant s'est aperçu qu'il a approuvé plus de 50 000 $ de frais de déménagement pour l'un des membres de son personnel. Les Canadiens perdent leur logement, perdent leurs emplois, mais le ministre de l'Infrastructure se préoccupe plus de s'assurer que les membres de son personnel reçoivent des dizaines de milliers de dollars en remboursement de frais de déménagement. Quel montant a-t-il été utilisé pour rembourser ces paiements injustifiés en espèces? Honorable leader du gouvernement en chambre. Merci de la question, Monsieur le Président. Il s'agit de politiques qui ont été mises en place dans les années 70. Notre gouvernement reconnaît qu'elles devraient être revues et c'est la raison pour laquelle notre Premier ministre a fait preuve de leadership et a demandé au Conseil du Trésor de créer une nouvelle politique par rapport au remboursement des frais de déménagement. Parlons de ce que fait le ministre de l'Infrastructure. Notre gouvernement a fait des investissements considérables pour créer l'emploi tout en jetant les bases d'un avenir économique viable. Nous allons investir plus de 120 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour les infrastructures. Je tiens à rappeler aux députés qu'il faut s'exprimer chacun à son tour, sinon on n'est plus capable de s'entendre. Alors, attendons chacun notre tour. Ainsi, j'aurai beaucoup plus de facilité à entendre les réponses. Honorable député de Windsor-Tecumseh. Monsieur le Président, eh bien, le gouvernement libéral ouvre la porte à un traité d'extradition avec la Chine, mais le ministre des Affaires étrangères a nié farouchement qu'il y avait des négociations d'un traité d'extradition. Le cabinet est-il divisé ou le ministre est-il perdu? On n'a pas entendu le ministre... On n'a pas entendu de réponse satisfaisante. On nous a parlé de droits de la personne et d'état de droit. Les Canadiens méritent une réponse claire. Alors, je vais donc demander ce qui suit. Le gouvernement a-t-il des pourparlers en ce moment avec la Chine sur un traité d'extradition? Oui ou non? Honorable secrétaire parlementaire au ministre des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Notre nouvelle relation avec la Chine nous permet de dialoguer de différents enjeux, notamment les droits de la personne. Nous menons un dialogue sur l'état de droit et les droits de la personne dans le cadre de pourparlers globaux avec la Chine. Cela nous permet d'aborder des sujets sensibles et délicats. Et la députée d'en face a tout à fait raison. Les Canadiens doivent savoir que nous pouvons ainsi parler d'affaires consulaires, nous pouvons faire valoir notre façon de voir les choses en matière de droits de la personne et parler de sécurité. Nous avons été très clairs et avons fait preuve d'une grande transparence envers les Canadiens. Monsieur le Président, si ça, c'est être clair, j'ai déjà vu. En juin dernier, le ministre des Affaires étrangères est resté silencieux pendant que son homologue chinois réprimandait un journaliste qui l'avait questionné sur la situation des droits de la personne en Chine. Et vendredi, le même ministre a fait des reproches à un journaliste qui l'avait questionné au sujet des négociations d'un traité d'extradition avec la Chine. Est-ce que le ministre a appris à gérer ses relations avec la presse de son homologue chinois? Et pourquoi y a-t-il tant de confusion autour de ces négociations? Honorable secrétaire parlementaire. In Canada, we believe... Au Canada, nous croyons en des médias forts. Une relation renouvelée nous permet de discuter de différents enjeux avec la Chine tout en défendant les droits de la personne. Nous avons annoncé ce dialogue sur la sécurité et l'état de droit de haut niveau, justement
pour pouvoir traiter des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés dans notre nouvelle relation avec la Chine. Honorable député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que le ministre libéral de King's Hands est perturbé par la façon dont le Premier ministre traite le Canada Atlantique, mais ce n'est pas une excuse pour décrire des nominations de juges de la Cour suprême comme du favoritisme. Pourrait-il dire exactement à quel juge de la Cour suprême il fait référence, ou encore mieux, s'il pouvait se lever et s'excuser, ce serait encore mieux. Honorable Président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, je faisais référence largement aux habitudes du gouvernement précédent dans le processus de nomination de juge de la Cour suprême, mais pas seulement. On parle aussi de nominations judiciaires qui ont eu lieu sous le gouvernement précédent, y compris celle du bras droit de l'ancien ministre de la Justice, Peter MacKay. Ce n'est pas le genre de nomination qui devrait avoir lieu au sein d'un gouvernement. On respecte la Cour suprême, mais le gouvernement précédent avait fait des nominations mal indiquées. Honorable député de Niagara Falls. Monsieur le Président, je suis certain que les Canadiens de l'Atlantique sont flattés par le fait que c'est quelqu'un de Mississauga qui gère l'ACOA maintenant. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ils pensent que le Canada Atlantique n'a pas besoin d'être représenté à la Cour suprême. Mais je suis ravi de voir que l'un des députés libéraux, le député de Central Nova, est d'accord avec nous. J'aimerais savoir ce qu'il en est des 31 autres députés libéraux. Vont-ils faire ce qu'il convient de faire pour le Canada Atlantique? Parliamentary Secretary to the Minister of Justice. Honorable secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice. Monsieur le Président, le processus suivi pour nommer les juges de la Cour suprême et employé par le gouvernement précédent devait être revu, était opaque. Dans la lettre de mandat du Premier ministre au comité consultatif, on indique qu'on tienne compte de la représentation régionale qui est l'un des facteurs à prendre en considération. Par conséquent, la liste de candidats bilingues du point de vue fonctionnel inclut des candidats du Canada Atlantique et ce sont des gens qui sont tout à fait capables de concurrencer les autres dans ce concours. Honorable député, alors que le ministre de la Nouvelle-Écosse s'affaire à attaquer l'indépendance de la Cour suprême, le ministre du Canada Atlantique, d'où il vient déjà? Ah oui, Mississauga. Eh bien, celui-ci demeure immobile et silencieux, plutôt que de défendre la représentation du Canada Atlantique à la Cour suprême, de même que ses 32 autres collègues de l'Atlantique. Quand le ministre responsable du Canada Atlantique, qui nous provient de l'Ontario, va-t-il rompre son silence et défendre les citoyens qu'il est censé représenter? Honorable ministre du Développement économique. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur et un privilège que de prendre la parole et de me tenir aux côtés de 32 députés exemplaires de la région Atlantique. Ce sont des gens qui jouent dans la cour des grands, qui font ce qu'il faut pour défendre les intérêts de leurs citoyens. Ils investissent de façon historique dans leur région. C'est la raison pour laquelle on a mis en place la stratégie de l'Atlantique pour diversifier l'économie locale, créer de l'emploi. Récemment, nous avons fait une annonce en matière d'immigration. C'est un exemple de la façon dont on collabore pour obtenir des résultats concrets, et ce pour tous les citoyens de la région Atlantique. Honorable député de St. Albert Edmonton. Bon, à peu près tout le monde critique le processus de nomination libérale et qui met à l'écart les gens de l'Atlantique, c'est l'association du barreau canadien ou des experts à des dirigeants, en passant par des dirigeants autochtones. C'est un processus qui est devant les tribunaux en ce moment. Quand le ministre va-t-il comprendre les choses et annuler ce processus de nomination douteux d'un point de vue constitutionnel? Honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, le processus employé par le gouvernement précédent pour des nominations de juges de la Cour suprême du Canada était opaque et avait besoin d'être revu. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un nouveau processus plus transparent. C'est la raison pour laquelle le comité consultatif s'est fait demander d'identifier des candidats viables du plus haut calibre, bilingues d'un point de vue fonctionnel et qui représenteront la diversité géographique de notre grand pays. Cela inclura, bien entendu, des candidats du Canada Atlantique.
L'Agence du revenu du Canada prétend qu'elle n'aura aucune indulgence envers les fraudeurs dans l'affaire des Panama Papers. Mais si le passé est garant de l'avenir, vous allez me permettre d'être sceptique. Dans les fuites passées du Liechtenstein, de la Suisse, du Luxembourg et de l'île de Man, l'Agence du revenu du Canada s'est montrée particulièrement inefficace à récupérer les sommes dues et s'est largement fiée à la divulgation volontaire, tout en accordant souvent l'amnistie aux fraudeurs. Comment peut-on faire confiance à la ministre lorsque l'agence dont elle est responsable montre une feuille de route aussi peu reluisante? Honorable ministre du Revenu national. Monsieur le Président, notre gouvernement comprend que les Canadiens de la classe moyenne paient leur juste part et que certains riches contribuables évitent leurs obligations et cela doit cesser. Les dossiers du Panama Papers sont d'une ampleur planétaire et dès avril, j'ai demandé à mes officiels la liste complète des contribuables canadiens impliqués. Je peux vous annoncer que l'Agence procède actuellement à plus de 2500 vérifications et identifié 85 contribuables qui feront l'objet d'analyses plus approfondies. Nous continuons notre travail, Monsieur le Président. Honorable député d'Hochelaga. Le gouvernement passe son temps à nous dire qu'il fait des investissements historiques pour les Premières Nations. Sauf pendant qu'on fait face à une grave crise du logement sur les réserves. On apprend ce matin que le gouvernement financera seulement la construction de 300 nouveaux logements cette année et l'année prochaine pour tout le Canada. Mais selon leur propre ministère, il faudrait construire plus de 20 000 logements pour répondre à la crise. Je demande donc au premier ministre en quoi un financement qui permet la construction de seulement 3 % de ce qui est nécessaire est historique. L'honorable ministre des Affaires autochtones. Monsieur le Président, nous sommes résolus à remédier la pénurie de logements inacceptables. Budget 2016 prévoit un investissement de plus de 554 millions de dollars sur 2 ans afin de répondre à la construction, l'entretien ou la rénovation de 2007 logements. Des accords sont déjà en place pour 2/3 du financement. De plus, la SCHL investit aussi dans la rénovation et la réparation de 2500 logements. Honorable député de Vimy. Monsieur le Président, je discute beaucoup avec mes électeurs et ils me parlent régulièrement de l'importance d'améliorer la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenus garantis. C'est donc pour moi une priorité de bien comprendre la situation. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social peut-il faire le point dans cette Chambre sur les initiatives mises en place pour réduire la pauvreté chez les aînés canadiens et pour leur redonner un niveau de vie acceptable? Ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord remercier et féliciter la députée de Vimy de son excellent travail en faveur des aînés. Nous avons rétabli à 65 ans l'âge d'admissibilité aux prestations de la sécurité de la vieillesse, ce qui va éviter à 100 000 aînés de sombrer dans la pauvreté. Nous avons aussi augmenté d'un montant pouvant atteindre 950 $ le supplément de revenu garanti, ce qui bénéficiera à 900 000 aînés et en sortira 13 000 de la pauvreté. Nous avons investi 200 millions de $, Monsieur le Président, en appui aux besoins de logement de nos aînés. J'encourage la députée de Vimy à continuer d'appuyer et de nourrir les politiques du gouvernement en faveur des aînés. Merci. L'honorable député de Thornhill. On constate depuis un certain temps, Monsieur le Président, que le ministre des Affaires étrangères est déconnecté des Canadiens sur toute une gamme de sujets. Manifestement, il est aussi déconnecté du Premier ministre. Le ministre nie que le Canada discute un traité d'extradition avec la Chine. C'est surprenant, d'autant que le Premier ministre l'admet et que le Premier ministre chinois nous y exhorte. Est-ce une distraction ou de la zizanie au sein du cabinet? Le secrétaire du ministre des Affaires étrangères, Monsieur le Président, comme je l'ai dit auparavant, le renouvellement de nos liens avec la Chine est une bonne chose pour le dialogue. Les gens d'en face ne semblent pas comprendre ce qu'est le dialogue. C'est l'occasion pour le Canada de discuter avec la Chine, de défendre nos valeurs, l'importance que nous accordons aux droits de la personne. Cela nous permet de discuter des questions difficiles. Cela reflète notre politique d'engagement. Le député de Swan Hill. Eh bien, Monsieur le Président, ce n'est pas très convaincant comme façon d'établir la politique étrangère. Il y a un mois, le ministre de l'Immigration a affirmé que jamais le Canada ne négocierait un traité d'extradition tant qu'il y aurait la
peine capitale en Chine. Or, ces discussions ont commencé. Le ministre des Affaires étrangères le nie et exhorte les journalistes à ne pas parler des faits. Qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable? La secrétaire parlementaire. La promotion et la protection des droits de la personne fait partie intégrante de notre politique étrangère. C'est ce qui a changé. Autant le Premier ministre que le ministre des Affaires étrangères saisissent toutes les occasions possibles pour soulever la question. Cet été, la semaine dernière, nous avons une politique d'engagement en contraste manifestement avec l'isolationnisme du gouvernement précédent. Nous allons continuer à défendre les droits de la personne dans nos liens avec la Chine. Monsieur le Président, les libéraux se disent ouverts et transparents. Mais quand il est question d'affaires étrangères, c'est complètement le contraire. On demande aux libéraux s'ils sont en train de négocier un traité d'extradition avec la Chine. On nous répond oui, non, peut-être. Imaginez, le ministre demande même qu'on arrête de lui poser la question. Monsieur le Président, les Canadiens veulent une réponse claire. Est-ce que le ministre est en train de négocier un traité d'extradition avec la Chine, oui ou non? Voilà. Secrétaire parlementaire. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. I'm here. Je suis ici et je suis très heureuse de représenter le gouvernement du Canada. Au nom du ministre et du Premier ministre, je me fais faire un plaisir d'éclairer la lanterne de l'opposition. Nous avons un dialogue, une politique d'engagement. Ça va nous permettre de soulever des questions très épineuses, dont les droits de la personne. Merci. Monsieur le Président, c'est drôle. Le ministre était beaucoup plus clair il y a un mois lorsqu'il a dit que le Canada ne signerait jamais un traité d'extradition avec la Chine. Aujourd'hui, il parle de discussions préliminaires, de rapprochement, d'ouverture, mais sans rien confirmer. Monsieur le Président, quand on parle d'un chat, on dit un chat. Voilà. Lorsqu'on parle d'une pomme, on dit une pomme, on ne dit pas une orange. Quand le ministre va-t-il être honnête avec les Canadiens et nous dire clairement ce qui se passe présentement? L'honorable secrétaire parlementaire. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a rien de drôle. Des liens forts entre le Canada et la Chine, ce sont des occasions pour la classe moyenne, pour les entreprises. C'est renforcer les liens de personne à personne, permet de partager nos cultures, notre histoire. C'est l'occasion d'avoir des liens, des discussions régulières, franches et empreintes de respect sur les droits de la personne, etc. Monsieur le Président, encore une fois, le gouvernement libéral fait preuve de laxisme dans un dossier touchant les langues officielles. La semaine passée, le commissaire aux langues officielles s'inquiétait de la situation de Parc Canada, qui éprouve de la difficulté à offrir des services dans les deux langues officielles, le français et l'anglais, d'une manière égale. Et nous attendons toujours une réponse du gouvernement en ce qui concerne la qualité du bilinguisme des agents de la GRC sur la colline. Alors, quand est-ce que la ministre décidera de faire appliquer la loi sur les langues officielles? Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue pour sa question. Mes collègues sont très engagés par la question du bilinguisme officiel dans ce pays. Nous sommes en train d'élaborer un plan d'action pour les langues officielles ici au Canada 2018-2023. En ce qui concerne les parcs, en ce qui concerne le GRC, en ce qui concerne notre approche pan-gouvernementale, en ce qui concerne les langues officielles, nous sommes sur le dossier. Nous allons continuer de renforcer toutes les normes pour les langues officielles au Canada, Monsieur le Président. Member for Edmonton-Strathcona. Le député d'Edmonton-Strathcona, Monsieur le Président. Le parc national Wood Buffalo, dans le nord de l'Alberta, abrite un des plus grands deltas d'eau douce boréaux. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 3 décennies. En réponse à une pétition de la Première Nation Mississauga Cree, l'UNESCO a lancé une enquête sur le fait que le gouvernement ne protégeait pas le parc de l'exploitation des sables bitumineux et des barrages, dont celui du site C. La ministre de l'Environnement invite les Canadiens à suggérer de nouveaux sites du patrimoine mondial. Pourquoi, quand ils ne sont même pas capables de protéger ceux existants? Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de sa question. Nous sommes en faveur d'investir dans la nature. Nous allons apprécier les suggestions des Canadiens
pour la protection des parcs nationaux. Nous voulons évaluer les menaces potentielles, voir ce qui pourrait être un site du patrimoine mondial. Nous pensons que l'UNESCO est la bienvenue ici. Mr. Speaker, the Chinese premier visited... Député, le Premier ministre chinois était en visite à Ottawa la semaine dernière et pendant que notre Premier ministre se renseignait sur la dictature de base, on construisait une muraille de Chine à l'hôtel Westin pour que le Premier ministre n'ait pas à poser les yeux sur les manifestants. Le Premier ministre, en fait, c'est un symbole de l'obstacle au dialogue. J'ai une question pour le Premier ministre. Qui a payé la construction de la petite muraille de Chine d'Ottawa? La secrétaire du ministre des Affaires étrangères, la pelouse sur la colline parlementaire est un lieu de libre expression. Nous en sommes fiers en tant que Canadiens et Canadiennes. Nous sommes en faveur de la liberté de parole, d'expression, d'assemblée et nous promouvons ces valeurs auprès des Chinois. Monsieur le Président, les Canadiens sont perplexes devant la muraille de Westin, de l'hôtel Westin. Le Premier ministre se plie en quatre pour faire plaisir aux Chinois. Il semble fermer les yeux quand un citoyen ne peut pas manifester ou est caché. Est-ce un autre exemple de la façon dont le Premier ministre se prête ainsi à un théâtre d'ombre chinoise? J'aimerais revenir sur ce qu'est la définition du dialogue. La visite du Premier ministre chinois l'an dernier en a été une manifestation, l'occasion pour deux parties d'avoir une conversation et de résoudre des problèmes difficiles. Le député du Cypress Hills Grassland, quand on ne parle pas de Westin, on parle au moins de la façon dont les libéraux se ferment les yeux quant aux réalités de la Chine. Pendant qu'ils bâtissaient des murs ici, ils enfermaient des défenseurs des droits de la personne derrière des murs bien plus graves. Les libéraux pensent-ils que se plier en quatre va garantir la liberté en Chine? Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas ici pour parler des droits de la personne en Chine. Nous sommes ici en tant que Canadiens pour défendre les valeurs des droits de la personne, nos normes élevées en la matière. Nous allons le faire par un dialogue avec la Chine. Le député. Monsieur le Président, des investissements dans la science jouent un rôle important pour la prospérité de l'économie. Le ministre de la Science peut-elle faire le point sur ce que fait notre gouvernement pour effectuer des investissements intelligents en matière de science en faveur des données probantes et pour mettre fin à la guerre contre la science du gouvernement Harper? Merci, Monsieur le Président. Le Canada a une longue tradition de réussite scientifique. Nous devons toutefois jeter un regard neuf sur la façon dont le gouvernement fédéral appuie la recherche fondamentale. C'est pourquoi j'ai lancé un examen généralisé du soutien du gouvernement fédéral à la recherche de base. La limite pour les soumissions est vendredi. J'encourage tous les députés à inviter leurs commettants à faire des suggestions. La députée de Thompson-Caribou. Monsieur le Président, la loi sur la transparence financière des Premières Nations aurait permis aux membres des bandes de savoir comment leur argent était dépensé. Un exemple, l'argent censé aller à un programme de petit déjeuner à Kashachewan, $694 000. Si les comptes avaient été disponibles, les membres de la bande auraient pu avoir du jus d'orange et à manger sur la table. Pourquoi ces gens n'ont-ils pas accès à ce type d'informations, contrairement à tous les Canadiens? La ministre des Affaires autochtones. La transparence est importante pour notre gouvernement. Nous avons l'intention de mettre en pratique les investissements promis. Nous tissons des liens avec les Premières Nations pour voir comment procéder. En matière de transparence, les Premières Nations continuent à faire rapport
toute activité illégale fera l'objet de poursuites. Monsieur le Président, malheureusement, le drame vécu par les familles aux prises avec la pyrotite à Trois-Rivières se propage. Après Mont-Laurier, c'est maintenant l'État du Connecticut qui fait appel à l'expertise de la coalition trifluvienne. Cependant, chez nous, seul le gouvernement peut empêcher l'éclosion d'un nouvel épisode au Canada en revoyant la norme fédérale sur les agrégats du béton. Mais sur cette question, les libéraux sont aussi muets que les conservateurs. Alors, combien nous faudra-t-il attendre encore avant que le gouvernement n'agisse pour modifier la norme qui a donné naissance au plus grand vice de construction qu'on ait jamais vu au Canada? Bravo. L'honorable secrétaire parlementaire des Finances. Je voudrais remercier mon collègue de Trois-Rivières. Monsieur le Président, c'est le gouvernement Trudeau, justement, qui a pris les moyens pour donner 30 millions aux familles qui sont victimes. Je dois rappeler l'honorable secrétaire parlementaire au fait qu'on ne mentionne pas les noms de députés ici. On mentionne, sauf si de parler de notre premier ministre Trudeau. Mais je suis... Je pense pas. Alors, l'honorable secrétaire parlementaire. Je vais faire amende honorable, évidemment. Je voulais parler de ce gouvernement, Monsieur le Président, qui a pris cette question-là dès dans son premier budget. Monsieur le Président, je suis fier de dire que les collègues ici, on s'est affairé dans le premier budget d'offrir 30 millions justement pour aider les familles et de dire que ce premier ministre est allé visiter une famille à Trois-Rivières pour constater les dégâts, pour leur offrir une aide psychologique et matérielle. Monsieur le Président, c'est un gouvernement qui est là pour les familles qui sont aux prises avec la pyrotite. Honorable député de Ville-Marie, le Sud-Ouest, Île-des-Sœurs. Monsieur le Président, après avoir passé du temps en Iran pour visiter sa famille et faire de la recherche en tant que professeur de l'Université Concordia, la Dr Ruth Farr fut placée en détention pendant des mois. Sa famille, ses collègues, ses étudiants, le gouvernement et toute la population canadienne ont été très inquiets de son arrestation et de ses problèmes de santé. Ce matin, bonne nouvelle, sa libération fut annoncée. Est-ce que la secrétaire parlementaire peut fournir une mise à jour sur ce cas? The Honorable Parliamentary Secretary for Foreign Affairs, Consular Affairs. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour son travail sur ce cas. We are relieved that Dr. Ruth Farr... Nous sommes soulagés que Mme Ruth Farr ait été libérée. Bientôt, elle sera à nouveau avec ses amis, sa famille. Notre gouvernement s'occupe du cas de Mme Ruth Farr au plus haut niveau. Je voudrais remercier mes collègues à la Chambre et les milliers de Canadiens et de Canadiennes qui ont défendu Mme Ruth Farr. Je voudrais aussi souligner la force de sa famille, notamment sa nièce. Je les remercie de leur travail et je suis heureuse que Mme Ruth Farr soit de retour. Le député de Calgary-Nose Hill, Monsieur le Président, nous avons appris que le ministre de l'Immigration avait dissimulé le coût d'un déménagement de membres haut placés du personnel venus de Thaïlande pour s'installer à Ottawa. Il a nié qu'il existait de telles dépenses, mais les documents montrent le contraire. Manifestement, le ministère croit avoir le droit de dissimuler des dépenses aux Canadiens. Y a-t-il d'autres ministres libéraux prêts à révéler leurs dépenses cachées? La secrétaire du leader du gouvernement à la Chambre, je vous remercie de la question. Monsieur le Président, je l'ai dit, je vais le répéter, il existe une politique pour la réinstallation qui a été respectée. Elle avait été mise en place par le gouvernement précédent. Pardon, le gouvernement précédent aurait pu réviser cette politique. Notre gouvernement, quant à lui, a décidé de revoir la politique et a demandé au secrétariat du Conseil du Trésor de s'en occuper pour créer une nouvelle politique sur les frais de réinstallation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministre de la Santé du Québec en arrive à un constat dévastateur. Le gouvernement fédéral pose plus de conditions pour aider les malades du Québec qu'il n'en pose à l'Arabie saoudite pour y vendre ses blindés. Et oui, c'est un ministre de la Santé libéral qui nous le dit. Ça pourrait n'être qu'un bon argument de plus pour l'indépendance du Québec si ce n'était de nos malades qui en assument les frais. La ministre va-t-elle, oui ou non, rectifier le tir et ramener la hausse des transferts en santé à 6 % comme le lui demande le gouvernement du Québec? Honorable ministre de la Santé. Monsieur le Président, les Canadiens sont fiers de leur système de santé publique et ils s'attendent à ce que leur gouvernement
s'assure qu'il soit toujours là pour eux. Nous savons que les provinces et les territoires sont en première ligne en offrant d'excellents soins et qu'ils connaissent les domaines à améliorer. Mais je vais reconnaître avec mes homologues provinciaux et territoriaux de nouveau dans les prochaines semaines. Nous poursuivions notre discussion sur les façons de créer un système de santé qui répond aux besoins des Canadiens. Député de Montcalm. Monsieur le Président, on a un gouvernement qui fait les mauvais compromis au mauvais endroit. Des compromis sur l'égalité homme-femme, des compromis sur la vente d'armes en Arabie saoudite, des compromis sur les droits de la personne en Chine, des compromis sur la torture en Syrie. Mais quand vient le temps de soutenir les malades du Québec, il reste inflexible. La question est simple, Monsieur le Président. La ministre va-t-elle, oui ou non, ramener la hausse des transferts en santé à 6 %? Honorable ministre de la Santé. Mr. Speaker, I have had... Monsieur le Président, j'ai eu d'excellentes conversations avec mes homologues, y compris le ministre de la Santé au Québec. Nous avons dit que nous augmenterions les transferts pour la santé. J'ai discuté aussi avec le ministre de la Santé du Québec sur d'autres domaines où il était possible d'effectuer des avertissements. Nous apprécions le travail des provinces. Nous ferons notre possible pour augmenter les investissements. Monsieur le Président, le gouvernement fédéral pose plus de conditions au gouvernement du Québec pour soigner ses malades qu'il n'en pose à l'Arabie saoudite pour qu'il tire sur ses dissidents. C'est là qu'on est rendu, Monsieur le Président. C'est rendu que le gouvernement libéral est devenu souple avec des barbares et inflexible avec des malades. Y a-t-il quelqu'un dans ce gouvernement qui va finir par raisonner un petit peu et ramener la hausse des transferts en santé comme le demande le gouvernement du Québec? Honorable ministre de la Santé. Mr. Speaker, I am happy to... Monsieur le Président, je suis heureuse d'annoncer que nous allons augmenter les transferts. Ce sera plus d'1 million supplémentaires qui iront au transfert l'an prochain. Je serai heureuse également d'investir dans des domaines que les provinces et territoires veulent améliorer. Soins de santé à domicile, soins palliatifs, soins de santé mentale. J'ai d'excellentes conversations avec mes collègues. Nous voulons veiller à ce que les Canadiens aient les soins dont ils ont besoin. Il est de mon devoir